Les matins de France Culture. Guillaume Erner. Après le précédent vénézuélien, Donald Trump laisse entendre qu'il a désormais d'autres ambitions, quelques jours après l'opération américaine ayant conduit à la capture de Maduro et les déclarations de reprise en main du Venezuela. Le président des États-Unis parle désormais du Groenland. Sa porte-parole n'exclut pas le recours à la force militaire pour s'emparer de ce territoire stratégique de l'Arctique. Faut-il craindre un scénario à la vénézuélienne, mais avec un territoire européen, et puis peut-être aussi en plus froid? Mika Blujon-Mérette, bonjour. Bonjour. Vous êtes chercheur senior en géopolitique de la transition énergétique à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Alors, Donald Trump a déjà mentionné l'idée par le passé d'annexer le Groenland. Il dit que c'est une nécessité en matière de défense américaine. Il dit vrai, mais il dit faux. Il dit vrai, il dit faux. En fait, il dit un peu ce qu'il veut comme d'habitude. Mais là, ce qui est important, c'est que sur le Groenland, c'est factuellement problématique ce qu'il est en train de faire. C'est-à-dire que d'un côté, que ce soit sur le volet militaire ou sur le volet économique, les accords qui existent aujourd'hui entre les États-Unis et le Groenland ou via le Danemark lui donnent un cadre qui lui permet de faire ce qu'il veut. Je vous donne un exemple concret sur le pacte de défense de 1951, maintes fois renouvelé et une dernière fois encore en 2019. En fait, les États-Unis peuvent tout à fait aujourd'hui réouvrir les bases. Ils ont eu jusqu'à 17 bases sur le territoire groenlandais. Aujourd'hui, il n'y en a qu'une, la base spatiale de Pituffik, au nord-ouest du pays. Ils peuvent étendre ces bases, ils peuvent repositionner des personnels. La base de Pituffik, c'était jusqu'à 6000 hommes au temps fort de la guerre froide. Aujourd'hui, c'est seulement 150 personnels, pour donner encore des ordres de grandeur. Donc, si vous voulez, ils peuvent tout à fait faire, entre guillemets, ce qu'ils veulent. Mais le problème qu'on retrouve chez Donald Trump à chaque fois, c'est comment il parle du sujet. Il dit qu'il y a une menace chinoise, une menace russe, parce qu'il y aurait des bateaux chinois et russes all over the place, c'est-à-dire partout au Groenland, autour du Groenland. Ce qui était un peu vrai en 2018-2019, ce qui est complètement faux aujourd'hui. Et puis Pourquoi? surtout, Qu'est-ce qui a changé en 7 ans? mais ce qui a changé, c'est justement ce qui s'est passé en 2019, et je vais y revenir. En fait, surtout le sujet aujourd'hui, c'est que Donald Trump, quand il parle du Groenland, il ne dit plus « je vais juste l'acheter », il dit « je vais le prendre », il parle d'annexion. Et donc, par rapport à 2019, quand il parlait simplement de racheter le Groenland, ce qui s'est passé à l'époque, c'est assez simple. On avait, en 2017-2018, une mainmise de plus en plus importante sur le volet stratégique et économique ou industriel de la Chine sur le Groenland. Et de fait, les États-Unis et le Danemark, tous les deux, en 2018, il y avait eu une grande réunion au Pentagone entre les deux ministres de la Défense à l'époque, en avril, pour dire comment on fait pour faire sortir les Chinois du Groenland. On leur a laissé la porte trop ouverte. Eh bien, toute cette dynamique, à partir d'avril 2018, a débouché sur la proposition de rachat de Donald Trump, qui avait fait scandale, bien sûr, en août 2019. Suite à ça, plus un moratoire sur le pétrole, le gaz et l'exploitation de l'uranium qui a été voté par le nouveau gouvernement groenlandais en 2021, ça a fait partir les Chinois du Groenland. Il ne reste plus aujourd'hui, pour être tout à fait concret, il ne reste plus aujourd'hui d'activité chinoise au Groenland que sur le volet par exemple du tourisme. Donc cette menace, elle est moindre. Mais alors, si je vous suis, Mika Bloujon-Mérette, il s'intéresse au Groenland. Il explique que c'est une nécessité donc de défense américaine au moment où la menace est la plus faible. Alors oui, parce que de fait, comme on l'a dit, les Chinois sont repartis, donc c'est-à-dire que toutes les perspectives de construction de ports, d'aéroports, de mines, qui auraient pu servir de manière civile, mais aussi de manière duale, de manière militaire, pour faire du renseignement électronique ou autre, à partir du Groenland, à destination du territoire états-unien, ça, c'est sorti de l'équation. Les Russes, aujourd'hui, par rapport au Groenland, disent la chose suivante. Nous, on est en compétition avec les Russes par rapport à un élément, avec le Groenland par rapport à un élément concret qui est la symbolique sur qui détient le pôle Nord géographique, puisque le pôle Nord géographique se situe, je la fais très très rapide, sur une dorsale océanique qui connecte le continent russe avec le continent, la plaque continentale groenlandaise. Et la grande question qui se pose d'un point de vue du droit, c'est est-ce que le pôle Nord est plutôt russe, plutôt groenlandais? En fait, il est les deux. Et évidemment, il y a une dimension symbolique jusqu'au pôle Nord. Si Donald Trump, par exemple, d'aventure annexait le Groenland, il pourrait dire cette symbolique que je détiens le pôle Nord. Bref, donc les Russes, aujourd'hui, Vladimir Poutine a dit encore le mois dernier, si Donald Trump veut s'emparer du Groenland, ça me va. Ça ne me pose pas de problème. Parce que les Russes ne cherchent pas à faire d'économie ou ne cherchent pas à faire de développement stratégique au Groenland pour l'instant. Mais ce qui se joue, c'est peut-être à l'horizon 2035, 2050. Le Groenland prendra de plus en plus d'éléments stratégiques. Et de fait, c'est là peut-être effectivement que les choses vont se jouer. Qu'est-ce qu'ils en pensent, les habitants du Groenland?
C'est très très compliqué. Alors aujourd'hui, la situation elle est assez simple. C'est-à-dire que la grande majorité des Groenlandais, les 2 tiers, selon toutes les études, tous les sondages, toutes les enquêtes d'opinion, toutes les enquêtes académiques depuis des décennies, montrent qu'il y a une appétence pour l'indépendance. Évidemment, on est sur un peuple qui se considère colonisé depuis plus de 300 ans, 1721, en tout cas officiellement, par le Danemark, qui ne veut pas troquer une colonisation, la danoise, par une autre, l'américaine, et qui dit aujourd'hui par contre une chose, c'est que si l'indépendance est un but, et ça on le retrouve dans toutes les catégories socioprofessionnelles, on le retrouve dans toutes les générations au Groenland, dans tous les territoires, si l'indépendance est un but, l'indépendance ne peut pas venir non plus avec une paupérisation et un éclatement du système de solidarité au Groenland. Donc ce que je suis en train de dire là, c'est que on a une majorité de gens au Groenland qui sont pour l'indépendance. C'est le seul territoire de l'Arctique qui a une juridiction propre et qui est à majorité autochtone. 88% du Groenland, ce sont effectivement des populations autochtones ou descendantes d'autochtones. Et fondamentalement, ce qu'ils disent par contre, c'est on a besoin de revenus de transfert, on a besoin d'un modèle social, on a besoin de protection. Et ça, c'est clairement pas le colonisateur américain qui peut le garantir. Mais est-ce qu'il peut y avoir, je ne sais pas, d'autres formes d'association, de rachat? Puisque alors Donald Trump dit qu'il va racheter, ou l'une des possibilités évoquées parlerait d'un rachat. Ça peut se racheter, un pays? Ça peut se racheter, bien sûr. Et puis les Mais à États-Unis qui? les États-Unis ont beaucoup progressé d'un point de vue extension territoriale, par la guerre d'un côté, mais par le rachat de territoire de l'autre. Alors ça vaut combien? Ah, merci de mettre la vraie question. Le Groenland, ça vaut combien? Si on prend l'ensemble des matériaux critiques et qu'on se dit que toutes les mines pourraient être exploitables à l'horizon 2100 ou 2200, 2300, parce que n'oublions pas ici évidemment que moins on combat le réchauffement climatique, et Donald Trump n'est pas dans cette dynamique-là, bien sûr, de combattre le réchauffement climatique, plus le Groenland fond, donc plus le Groenland, effectivement, ouvre potentiellement de nouveaux territoires à de l'exploitation minière qu'on connaît mal dans le centre du territoire. Bref, donc le Groenland, ça vaudrait combien? On parle de ressources se montant en plusieurs dizaines de milliers de milliards de dollars. Dizaines de milliers de milliards de dollars. Je redis ça pour que chacun ait les ordres de grandeur. On parle d'anorthosite, on parle de molybdène, on parle de terres rares, la famille des 17 lanthanides, on parle évidemment d'uranium, on parle d'or, on parle de zinc, on parle de cuivre, etc., etc. Donc le Groenland, évidemment, si vous êtes dans une logique extractiviste, vous allez en parler tout simplement comme un trésor faramineux. Bien sûr, oui. Si vous êtes en revanche dans une logique même environnementaliste, vous allez dire que le Groenland peut être intéressant. Je prends un exemple là aussi très concret. Si Donald Trump veut évidemment exploiter l'uranium pour alimenter les centrales nucléaires américaines de manière à pouvoir alimenter les data centers et tout le développement de l'intelligence artificielle, par exemple, il y en a d'autres qui voudraient aussi développer des énergies renouvelables au Groenland, parce qu'avec des énergies renouvelables au Groenland qui peuvent être développées massivement, évidemment, ça reviendrait bien sûr à artificialiser le territoire, il faut bien le dire ici. Si vous transformez ça en hydrogène et en produits dérivés de l'hydrogène, de l'ammoniac, des carburants de synthèse, etc., vous avez là aussi, même dans une perspective de technosolutionnisme, de transition énergétique, une logique qui consisterait à dire mais le Groenland peut servir dans tous les cas. Je fais du pétrole, Groenland. Je fais de l'uranium, Groenland. Je veux faire des renouvelables, etc., Groenland. Bon, mais alors ça, évidemment, ça ne plaît pas du tout au Danemark et ça ne devrait pas plaire à l'Europe, puisque le Danemark possède donc un lien. Nous devrions être solidaires du Danemark. Le sujet, il est le suivant. C'est qu'on a ici, sur ce territoire, on a évoqué l'enjeu stratégique. On peut réévoquer encore l'enjeu militaire stricto sensu sur la capacité du Groenland à aider à la sécurisation de l'ensemble de l'Arctique par rapport aux menaces actuelles, futures, perçues, non existantes, etc. Mais ce qu'il faut dire avant toute chose, et je pense que là-dessus, vos auditeurs ne m'empêcheront pas d'être un petit peu rationnels. Le Groenland. Je ne sais pas si c'est très utile en ce moment d'être rationnel, mais continuez. Attention, oui, parce que ça va pas plaire à beaucoup de monde, mais je vais le dire quand même. Aujourd'hui, ce qui se passe au Groenland, c'est une logique coloniale ou post-coloniale. Coloniale ou néocoloniale pour les États-Unis, post-coloniale pour nous, Européens, le Danemark, mais nous autres qui soutenons le Danemark aussi. Sur ce territoire, j'ai parlé des ressources faramineuses, j'ai même pas encore parlé des sables dont on a besoin pour faire du ciment, j'ai même pas parlé de l'eau, etc., etc. Il y a beaucoup d'autres ressources qu'on peut imaginer. J'ai même pas parlé des ressources halieutiques avec les poissons qui remontent évidemment vers le Groenland et donc qui feront des eaux groenlandaises, des eaux de plus en plus poissonneuses et de plus en plus valorisables à mesure que le réchauffement climatique progresse. J'ai pas parlé des routes maritimes. Bref.
Mais dans ce qui Donald Trump non mais- plus n'en a pas parlé des routes maritimes. Non, exactement. Et de fait, parce que les routes maritimes aujourd'hui autour du Groenland, elles ne sont pas exploitées. Celle qui est exploitée en Arctique, c'est le passage du Nord-Est, côté norvégien et côté russe, donc loin du Groenland. Mais ce qui est important donc, et c'est là que je veux en venir, ce territoire aujourd'hui fait l'objet d'une compétition parce que les Européens d'un côté et les Américains de l'autre, sur ce territoire, il y a les matériaux critiques dont nous avons tous les deux, Européens et Américains, besoin pour nos secteurs les plus stratégiques, robotique, tech, intelligence artificielle, énergie, qu'elle soit renouvelable ou pas. Bref, et de fait, il n'y a pas 10 000 territoires dans le monde, à part le Groenland, qui serait capable aujourd'hui d'assouvir les besoins critiques tant de l'Europe que de l'Amérique. Donc ces deux territoires sont en compétition pour les ressources du Groenland, et celui qui pourra avoir le Groenland s'il n'y a pas d'entente entre les États-Unis et l'Europe, de fait, sera bien avantagé dans la compétition industrielle des années et des décennies qui viennent. Bon, alors ça veut dire que finalement, il y a une forme de rationalité, bien sûr, dans ce souhait de Donald Trump. Il y a eu également des déclarations assez contradictoires sur le fait de savoir si il fallait en passer par une opération militaire ou pas. Si vous deviez imaginer l'avenir, est-ce que l'on est capable? Je sais que c'est pas Exercice facile, de ce que pensée, je vous voilà. demande. C'est un peu une question méchante, mais enfin, je vous la pose quand même. Les 7 Mika. heures du matin. Voilà, est-ce que l'on est capable de savoir ce que Donald Trump va faire? On n'est pas capable de savoir ce qu'il va faire, mais ce qu'on est capable aujourd'hui de dire, c'est qu'il fait ce qu'il dit. On l'a vu sur le Venezuela, on l'a vu sur l'Iran, on l'a vu sur Gaza, on l'a vu sur tellement de territoires qu'on ne peut pas, et c'est ce que disent aujourd'hui les élus, notamment groenlandais, notamment Aya Chemnitz, par exemple, parlementaire groenlandaise, qui dit très clairement on doit se préparer à tous les scénarios, y compris les scénarios de guerre hybride. C'est-à-dire que par hasard, et ça a été vu dans d'autres territoires bien sûr, les deux câbles sous-marins qui connectent le Groenland au reste du monde soient malencontreusement coupés. Donc tout ça, que ce soit de l'hybride ou que ce soit du matériel avec un débarquement militaire, ça peut arriver, mais ce qu'on a vu aussi depuis 1 an, c'est surtout que la sphère MAGA, elle mène des activités d'influence et d'ingérence, notamment sur le numérique, pour essayer de changer la population. Merci beaucoup. Mika Blujon-Méred, vous êtes chercheur senior en géopolitique de la transition énergétique à l'Université du Québec. À Trois-Rivières. À Trois-Rivières, c'est important. Du Québec à Du Trois-Rivières. Québec à Trois-Rivières.